Salut, ici Maps et bienvenue dans cette deuxième vidéo où je lis vos coups de cœur. Donc j'ai déjà fait une vidéo comme celle-ci pour célébrer mes 3 ans sur Booktube et mes 500 abonnés sur ma chaîne. Et donc j'avais bien aimé l'expérience et j'avais aussi vu plus gros que ce que je pouvais faire. Donc je n'avais pas réussi à lire tous les coups de cœur que vous m'avez envoyés. Sauf que j'ai trouvé l'exercice assez intéressant et je voulais continuer donc à lire vos coups de cœur parce que je me dis, si vous les aimez, il doit y avoir de bonnes raisons et peut-être de bonnes possibilités que moi aussi je les aime. Laurence Brrr m'a suggéré deux séries en fait. La première, c'est la série Fièvre de Karen Mary Moning que j'ai commencé au début de l'année 2019 dans une collaboration avec Signé Daphné. J'avais eu une relation en montagne russe avec le premier tome. Au départ, je l'avais comme détesté, puis finalement, ça s'est placé. Sauf qu'elle m'a donné aussi l'option de la série Outlander. Et cette série-là, je la connaissais pas vraiment. Je la connaissais plus de nom qu'autre chose. Mais, ma foi, ça m'intéressait un peu. Je savais vraiment pas de quoi ça parlait, alors je me suis dit, entre les deux options, les deux séries, ça me tente plus de commencer une nouvelle série que de continuer une que je trouve déjà bof. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé la série Outlander de Diana Gabaldon. J'imagine, c'est une américaine. Le premier tome, c'est le chardon et le tartan. Donc, dans ce livre, on commence en 1945. La Deuxième Guerre mondiale vient à peine de se terminer. Claire Beauchamp, Beauchamp, je suis pas capable de dire ça à la manière anglaise. Claire Beauchamp était infirmière pour les soldats blessés durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était mariée à Frank Randall, mais là, ils se sont perdus de vue pendant la guerre. Et là, vu que la guerre est terminée, ils ont finalement réussi à se retrouver. Ils s'en vont en Écosse pour reconnecter, pour réapprendre à se connaître, pour savoir que sont-ils devenus, parce qu'ils sont encore mari et femme. Et donc, en Écosse, il va se passer des choses assez particulières. Ça va les sortir un peu de leur zone de confort, mais Randall, il aime bien ça. Frank, il aime bien ça. Puis, il est historien. Puis là, il y a comme une grosse bosse sur sa généalogie. Il veut en apprendre plus sur ses ancêtres et tout et tout. Elle se laisse un peu voguer là-dedans. Puis, dans une circonstance assez particulière, Claire va vivre un voyage dans le temps. Va être transportée en Écosse, mais 200 ans plus tôt, en 1742. Frank est toujours dans le présent en 1945. Elle est prise 200 ans plus tôt en Écosse. Et ça prendra pas beaucoup de temps que les Anglais vont la trouver, que les Highlanders vont la trouver, et qu'elle va être prise dans cette dimension-là, dans cette époque-là, sans savoir si elle va pouvoir retourner à son époque à laquelle elle appartient. Et donc forcément, elle va rencontrer des personnes, elle va devoir s'adapter rapidement au mode de vie des Écossais de 1742, à la réalité tout à fait différente, aux mœurs différentes, aux coutumes. Ça va être vraiment une grosse adaptation, un gros déracinement qui est comme dans la même ville, la même place, mais on n'est vraiment pas rendu à la même place. Quant à l'évolution de la civilisation, c'est quand même 200 ans plus tard. Donc 200 ans plus tôt, c'était pas la même game. Je ne peux pas vous dire à quel point je remercie Laurence de m'avoir imposé Outlander dans ma vie. Rapidement, j'ai été comme avalée par le livre. Je m'en rendais pas vraiment compte, mais comme je lisais des chapitres, puis c'était vraiment très fort, c'était immersif. L'écriture de l'autrice, c'est juste complètement incroyable. Je lisais des chapitres, puis ça me restait en moi. Je les voyais, je faisais plus lire, là. J'étais vraiment comme impliquée dans l'histoire, j'étais immergée. C'était plus un livre que je lisais, j'étais complètement ailleurs, dans un autre univers. Et franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça aussi intensément. Je pense que la dernière fois, c'était pour les 7 royaumes, puis même à ça, je pense que c'était pas aussi important à quel point je me sentais impliquée. Je suis devenue complètement obsédée. Je dormais plus. En fait,
La première nuit, je me suis dit, bon, il est rendu minuit, je vais dormir, mais j'étais incapable de dormir. J'étais comme, je pensais au monde d'Outlander, je pensais à Claire, je pensais aux personnages, où est-ce qu'ils sont rendus, ce qui s'est passé. La deuxième nuit, j'avais juste pas sommeil, j'ai terminé le livre. J'ai fini ce beau livre-là en l'équivalent de 2 journées. C'est incroyable, j'étais complètement obsédée. Je me suis même pitché dans la série Netflix. Là, je comparais les choses, j'en parlais à tout le monde. J'ai vraiment été happée par cette série-là, par l'ambiance, par l'atmosphère, par la quantité d'événements qui se déroulent. Puis parfois, c'est des événements qui sont somme toute minimes, mais j'étais vraiment là, très impliquée dans tout ce qui se passait. De la moindre petite action à la plus grande action, j'étais aussi impliquée, puis je trouvais ça aussi bon, peu importe ce qui se passait. Les personnages, mon Dieu, Jamie, un personnage qu'elle va rencontrer en Écosse 1742, Jamie, je suis immédiatement tombée en amour avec lui, et fort, là, vraiment un amour inconditionnel, ben presque. Il s'est passé quelque chose avec Claire, puis j'étais en tabarouette contre lui pour un maudit bon moment, et encore aujourd'hui, mais vraiment les personnages sont attachants. Il y a plein de personnages qui sont vraiment antipathiques, qui sont dégueulasses, qui sont désagréables, puis on les aime pas non plus, mais la majorité des personnages, on les aime tout de suite, on apprécie leur force, on comprend leur faiblesse, on comprend d'où ils viennent. C'est comme le monde est tellement bien construit. J'ai tellement vécu d'émotions, de la peine, de la joie, de la colère. Tout ça pour vous dire que j'ai lu un coup de cœur et my God, c'est rendu mon coup de cœur. Notre coup de cœur est rendu partagé. Merci, 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 merci de m'avoir fait découvrir cet univers-là. Et ma route va être longue jusqu'à ce que je la finisse. Donc, oh mon Dieu, je vais me régaler et tomber sur les nerfs de toutes les pauvres personnes qui vont me demander qu'est-ce que j'ai lu de bon récemment. Sylvain Desmentis m'a demandé à plusieurs reprises de lire Les liaisons dangereuses de Laclos. Marqué là-dessus, hein, tout son nom complet. Je sais pas. Pierre Choderlos de Laclos. Donc, il s'en est donné à cœur joie lorsque j'ai demandé de me garrocher vos coups de cœur, et c'est pour ça que je l'ai lu. Si vous m'avez suivi un petit peu en 2019, vous savez peut-être que moi pis les classiques, c'est pas le coup de cœur nécessairement. Je lis beaucoup pour le plaisir, et souvent la raison pourquoi les classiques sont des classiques, ce n'est pas parce que ce sont des lectures agréables, mais c'est parce que ça représente un chef-d'œuvre sur des aspects précis, que c'est peut-être un peu intemporel, ce que, en tout cas, dans mon livre à moi, il y a bien des œuvres que je doute, mais bon. Donc, en tout cas, j'ai eu un peu la chienne lorsqu'il m'a demandé de lire ça, sauf que je me suis dit, bon, 2020, tu ne peux pas te sauver, et je l'ai lu. C'est difficile de vous dire géographiquement on est où, je pense. Et même les dates, c'est pas super clair. On est dans les années 1700 quelque chose. Et je sais que c'est un classique de la littérature française, donc à mon avis, ça se passe dans cette région-là. Peut-être dans les traductions, mais dans le livre même, on a des lieux, parfois des mentions de lieux, mais on met pas l'accent là-dessus, donc c'est pas si important. Ce roman-là, c'est un roman épistolaire. C'est un roman où il est écrit en échange de lettres. Donc, c'est la lettre de telle personne à telle personne que l'on lit, la réponse de la personne, puis une autre lettre d'une personne A à une personne C, la réponse de la personne C à la personne A. Donc, on est vraiment uniquement en échange de lettres. Un procédé qui est pas si utilisé, et personnellement que j'aime bien. D'ailleurs, en parlant de coups de cœur, un de mes coups de cœur à vie est écrit de cette façon-là. C'est un roman épistolaire en échange de lettres. Donc, j'imagine qu'à l'époque, ça devait être assez particulier de le faire comme ça, et même aujourd'hui, c'est assez innovateur d'avoir un roman épistolaire. Je crois qu'il faut une écriture exceptionnel pour réussir quelque chose comme ça. Ça prend du doigté, ça prend vraiment une organisation incroyable, parce qu'on ne peut pas s'éterniser dans les détails. On n'a pas autant de latitude, à mon avis, pour ce que j'en sais en n'étant pas écrivaine,
que si on avait un roman descriptif, narratif normal. Donc, de ça, je pense qu'il devait être assez innovateur dans ces années-là et encore aujourd'hui à la quantité de livres qui ne sont pas écrits comme ça. Ce qui est aussi franchement intéressant, c'est qu'on est en échange de communication, vu que c'est un roman épistolaire, vous allez l'apprendre ce mot-là à la fin de ma vidéo. On est toujours en interaction entre des personnages. Donc ici, je vous dirais que nos deux personnages principaux sont le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Ces deux personnages-là sont en interaction avec différentes personnes, comme la petite Cécile Volanges, avec sa mère, Madame Volanges, avec la présidente Tourvel, avec Madame de Rosemonde. Donc c'est vraiment ces deux personnages-là qui sont en majorité inclus dans les lettres qui écrivent à quelqu'un ou qui reçoivent du courrier. Du courrier. Donc on est vraiment autour de ces deux personnages-là. Ils ont un but, plusieurs buts, qui nous sont pas vraiment connus. Ils ont un agenda vraiment différent de tous les autres personnages qui, on semble être de la bourgeoisie, une marquise, un vicomte, une présidente. Donc on est vraiment dans un milieu bourgeois, à l'époque avec plein de principes, avec des règles de courtoisie, de politesse, une manière de parler assez particulière. Donc c'est dans cet environnement-là qu'ils vont interagir et qui espèrent un peu régner, faire en sorte que tous les plans fonctionnent et que la vie continue de la manière qu'ils le désirent. Donc c'est vraiment un roman d'interaction entre les personnages, puis le but c'est que le vicomte et la marquise aient ce qu'ils désirent. Vu qu'on est dans les années 1700, il y a une écriture qui ne correspond pas aux normes de 2020. Ça aussi c'est particulier. Je vous dirais que c'était pas si laborieux que ça malgré tout. En enseignement, on parle de la règle des 5 doigts. Donc, s'il y a 5 mots que tu ne comprends pas dans la page, le livre est un peu trop haut pour ton niveau. Là, ça fait un peu prétentieux, mais absolument, on parle de ça avec les enfants, comme leur niveau de lecteur. Et je vous dirais que je ne pense pas être arrivée à 5. Parfois, il y a des tournures de phrases qui sont un peu particulières. Il y a des mots auxquels je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Mais dans le contexte de la phrase, dans le contexte de ce qui se passe, la plupart du temps, je pouvais savoir qu'est-ce que ça voulait dire dans ce cas précis-là ou qu'est-ce qu'on voulait dire. Puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à la fin, il y a des notes. Donc, à toutes les fois qu'il y a une étoile, ben, il y a le mot, il y a une explication ou autre. Je vous dirais que j'ai essayé de faire l'expérience, mais ça me tombait vraiment sur les nerfs de toujours devoir arrêter ma lecture pour regarder c'était quoi que ça voulait dire. Donc, je suis juste allée go with the flow, puis c'était plus facile. L'écriture, on en a parlé, c'est magistral pour beaucoup de raisons. On a parlé d'histoire, les personnages. On a comme une polarisation à propos des personnages. On a deux personnages vils, manipulateurs, mesquins, mais à un niveau extrême, un niveau que j'ai rarement vu et même que je ne crois pas avoir vu dans aucun livre. Et c'est tout à l'honneur de l'auteur parce que ces personnages-là sont capables de prendre quelque chose que vous avez dit puis de le retourner contre vous de manière incroyable. Le vicomte, il y a des choses parfois qu'il dit avec la présidente de Tourvel parce qu'elle lâche pas, là. Et c'est incroyable à quel point il reprend ses mots puis toutes les choses qu'elle voulait dire de manière super gentille, il reprend contre elle, puis c'est tellement bien amené, c'est de la manipulation, là, dangereuse. C'est pas pour rien qu'il y a le mot dangereuse sur la page couverture, que c'est le titre. Oh my goodness! Puis là, tu sais, c'est des personnages fictifs, donc ça revient tout à l'auteur, ce chapeau bas. Vraiment, pour ça, c'est incroyable. De l'autre côté, là, ça m'a un peu titillé parce qu'on a des personnages si complexes, si manipulateurs, puis on a des personnages de naïveté. Oh! Dieu les bénisse, s'il vous plaît. C'est incroyable comment ils sont naïfs. Mais là, j'ai essayé de me remettre dans l'époque, puis je me suis dit, ben, peut-être que à cette époque, on pouvait pas nécessairement se permettre de douter de la parole des gens, puis peut-être que les gens, de manière quasi totalitaire, étaient des bonnes personnes, ou en tout cas devaient être des bonnes personnes par les mœurs, par les coutumes, par les règles de politesse. C'est peut-être pour ça qu'il me semble d'une naïveté sans borne,
mais j'ai vraiment été choquée par le clash des deux types de personnages. Et pour finir, parlons un peu de mon appréciation globale. Je vous dirais que c'est fait en 4 parties, c'est séparé comme ça. La première partie, j'ai bien aimé. La 4e partie, la dernière, j'ai adoré. Je me suis perdue un petit peu dans le milieu parce que veut pas, c'est 500 pages d'échange de lettres et veut pas non plus. Il se passe pas tant de choses que ça dans le milieu. Donc, il y a beaucoup de préparation de terrain, puis d'échanges de politesse, puis d'échanges de lettres qui parfois ne veulent pas dire grand-chose. Donc, j'ai trouvé ça plus laborieux dans la 2e et la 3e partie. Mais la finale, mon Dieu, ça se déconstruit, ça se découle, ça explose. J'ai été sidérée. Mon appréciation, malgré tout, elle est bonne. Je comprends toutes les raisons pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Ce n'est peut-être pas la lecture pour laquelle j'ai eu le plus de plaisir cette année, mais je suis capable d'apprécier les bons coups de ça, puis je peux rester comme les yeux fermés, puis je me disais, mon Dieu, pourquoi c'est un classique? Parfois, ça m'arrive. Donc, voilà pour ça. Alors, 3e coup de cœur, cette fois-ci suggéré par Karine la bouquineuse de la chaîne Booktube du même nom. Et ce livre, c'est Chroniques du pays des mers d'Elisabeth von Harburg. Donc, je me suis rendu compte, en le regardant sur Goodreads, que c'était le 2e tome, et là, j'ai paniqué en me demandant si je devais lire 2 livres pour lire son coup de cœur. Elle m'a dit que non. Alors, j'ai pris ça comme une réponse franche et définitive, et je me suis complètement foutue du premier. Là, je l'ai lu, le 2e au complet, ce livre-là. Si c'était nécessaire d'avoir lu le premier, je ne l'ai pas ressenti. C'est ça qui est ça. Cette histoire, c'est dans un monde futuriste, dystopique, un peu fantastique. On a passé notre époque actuelle, il y a eu le genre de déclin, il y a eu une autre époque qu'ils ont nommé le harem, ou les harems et les ruches. Et maintenant, ils sont dans cette période après-garde, donc AG, au lieu de après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Eux sont dans après-garde. Donc, cette période-là est assez particulière. On est dans un monde qui ressemble énormément à aujourd'hui, avec beaucoup moins de technologie et les femmes au pouvoir. En fait, je ne sais pas si elles sont nécessairement au pouvoir, mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. On est un peu dans une situation inversée à aujourd'hui. Les hommes sont un peu opprimés. Il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de considération. Tout est au féminin, donc c'est pas des chevaux, c'est des chevals. Il y a aussi des mots qui sont différents. Au lieu de novembre, c'est novembre, donc particulièrement les mois sont différents. Mais ça n'empêche pas tant la compréhension de l'histoire. Donc, dans cette époque futuriste-là, on va suivre Lisbée. En fait, on va la rencontrer au début, elle a comme 3-4 ans, et on va la suivre jusqu'à la fin de sa vie, en fait, jusqu'à sa mort. Lisbée va naître dans ce monde-là, et rapidement, elle va être un peu contestataire. Pas tout à fait d'accord avec les us et coutumes, pas tout à fait d'accord avec la façon que la société est organisée, les pensées des gens. Elle a un peu cet esprit de toujours poser des questions et de toujours un peu remettre en question. Chose qui dérange forcément dans une société établie. Et cette société-là ressemblait un peu, dans ma tête, à la Servante écarlate. Les femmes sont séparées en couleurs, donc vertes lorsqu'elles sont jeunes, rouges lorsqu'elles ont leur première menstruation et bleues lorsqu'elles ne sont plus fertiles. Et les hommes dans un système un peu similaire, je sais pas, ce système de couleurs-là me faisait vraiment penser à la Servante écarlate. Donc, Lisbée va naître dans ce système-là, puis on va avoir des grandes attentes pour elle parce que sa génitrice, il parle pas de mère, c'est beaucoup plus des femmes qui se font inséminer pour avoir des enfants. Les mères s'occupent pas de leurs enfants comme aujourd'hui, ils les mettent dans les garderies, puis c'est des nourrices qui s'en occupent. Donc, il y a vraiment une drôle de relation avec la maternité, puis avec le fait d'être mère. Donc, Lisbée, son rôle, c'est éventuellement de devenir la mère de Béthélie, qui est la région, l'endroit où elle vit. Je pourrais pendre beaucoup sur ce livre-là.
Parlons au départ de l'écriture, j'ai trouvé ça très envoûtant dès le départ, ce monde qui nous ressemble mais qui en même temps qui est très différent, assez fascinant. Lisby au départ aussi, j'avais beaucoup d'intérêt à propos de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle disait. Elle a une relation assez intense avec sa demi-sœur dès le départ, puis Tula prend une importance vraiment énorme dans ce livre-là. Éventuellement, au fur et à mesure que le livre avance, ça devient très descriptif et assez philosophique aussi. Là, c'est un peu où je me suis perdue parce que lorsqu'il y a trop de flafla, ça devient lourd pour moi. Et il y avait un aspect politique, ma foi, aussi assez important. Et j'ai un peu honte de dire que la politique, dans toutes les sphères de ma vie, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Donc c'est devenu vraiment lourd éventuellement pour moi dans ce livre-là, malgré que je trouvais les thématiques incroyablement intéressantes. Je sais même pas comment l'autrice elle a pu penser à ça. La perspective des enfants qui se posent des questions sur la reproduction, qui n'ont pas le droit d'avoir des réponses, puis qui s'inventent des réponses. Les petits garçons qui ont un pénis, là, puis eux, ils se demandent à quoi ça sert, cette petite affaire-là, ce petit tuyau-là. Pour eux, c'est une abomination plus que, tu sais, le monde est à l'envers, c'est fascinant parfois pour ces réflexions. Puis je sais pas si c'est à cause de ça aussi, mais j'ai pas eu l'impression que je me suis attachée vraiment au personnage de Lisby, ni aux autres personnages autour, parce que, ma foi, il y en a beaucoup. J'étais vraiment spectatrice, puis vraiment ce que j'en retenais le plus, c'était les réflexions, puis les pistes qui nous amenaient. On devient facilement insurgé contre le sort des hommes, alors que ça représente beaucoup le sort des femmes aujourd'hui. C'est fascinant. Juste l'aspect que les femmes sont majoritairement toutes aux femmes dans cette histoire-là. Et lorsqu'il y a comme deux hommes qui ont l'air d'avoir quelque chose ensemble, il y a comme beaucoup de non-dits, de demi-mots, puis il faut vraiment décortiquer parfois qu'est-ce qui se passe. Et même certains endroits que je comprenais pas ce qui se passait. Donc, c'est peut-être trop développé pour moi, mais il y a des moments que je sais pas, je comprenais pas. Entre autres parce que Lisby, il y a des passages où c'est un peu épistolaire, elle envoie des lettres à Tula, il n'y a pas juste elle qui en envoie, mais il y a certains passages qui sont épistolaires, puis aussi certains passages qui sont dans sa tête. Donc, trouver le vrai du faux dans tout ça, c'est pas tout le temps évident. Elle a vraiment une imagination fertile, puis parfois on pense que c'est ça qui se passe, puis là, finalement c'est pas ça qui se passe. Donc, comme des éléments pour moi qui étaient assez laborieux. Mais vraiment pour la réflexion, pour les questionnements, pour tout ce que ça nous fait chavirer à l'intérieur, je vous le conseille ardemment. Même cette histoire-là de relation entre les femmes, c'est comme toutes des demi-sœurs. En tout cas, Tula puis elle, c'était comme des demi-sœurs. Puis il y a comme des relations charnelles entre eux, entre elles. Ça, je l'ai pas compris. Je l'ai pas digéré encore. Pour moi, ça sonnait beaucoup comme de l'inceste. Puis à plusieurs reprises, il y a comme des relations demi-sœurs ou demi-frères et sœurs comme ça. C'est pas... C'était un peu too much pour moi. J'étais pas prête à aller là. J'étais pas prête. Puis pour clore cette réflexion, cette critique, il y a d'autres moments qui m'ont fait penser à d'autres ouvrages ou à d'autres livres. Le moment de la célébration de la danse, de l'acte de la femme et du mâle qui vont copuler. Ça m'a vraiment fait penser au film Les Brumes d'Avalon. Je ne sais pas s'il y a un livre qui dérive de ce film-là. Ce film-là, c'est un de mes préférés à vie. Mais dans la séance de copulation entre Morgane et le mâle, j'avais vraiment l'impression que c'était ça dans le livre. Puis un autre élément, c'est les jeux. On dirait que j'avais vraiment l'impression qu'il allait parler de Hunger Games. Ça me faisait des jeux de mort, là. Mais je pense que c'est beaucoup plus soft. En tout cas, si vous avez envie de réfléchir dans un ouvrage féministe, mais en même temps, même s'il y a plus de femmes que d'hommes, même si les femmes sont comme plus au pouvoir que les hommes, les femmes réussissent encore à s'encadrer, à se mettre dans des boîtes, puis à faire en sorte qu'ils sont obligés de suivre des destinées. Qu'est-ce que ça veut dire sur nous autres? Ça veut dire que même si on avait le gros bout du bâton, on finirait par s'opprimer les unes les autres. Pas fort notre affaire. En tout cas, merci Karine pour ta suggestion, puis pour la découverte de cette œuvre-là. Alors, le coup de cœur de Cindy Landes Booktuber. Alors, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'informations parce que c'est une booktubeuse du Québec. Et on a souvent des goûts similaires. Donc,
Sa suggestion, c'est Still Alice, en français L'envol du papillon, de Lisa Genova, qui a eu une adaptation cinématographique aussi, et à ce que j'ai entendu, elle est assez bonne. Donc, Still Alice, c'est l'histoire de Alice, femme d'environ 50 ans, pas plus, brillante femme intelligente qui travaille à Harvard, qui est enseignante, qui travaille dans la recherche, qui a publié des ouvrages. Puis là, elle commence à avoir des pertes un petit peu, à pas se souvenir de certaines choses, à être un petit peu désorientée. Elle met un petit peu ça sur la ménopause, mais ça l'inquiète un petit peu plus que ça. Donc, elle va pas trop attendre, c'est pas du tout un spoiler, elle va se faire diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Ce qui est le plus tragique à propos de ça, c'est que c'est une maladie dégénérative. C'est aussi le fait qu'il n'y a pas de médicaments qui peuvent enlever cette maladie-là. On peut essayer de la stabiliser, mais même à ça, il n'y a rien de garanti. C'est une maladie qui s'attaque au cerveau. Donc, la personne physiquement peut être super en forme, mais elle va perdre ses aptitudes cognitives de plus en plus, puis ça devient vraiment juste terrible pour la personne elle-même, mais aussi pour la famille. Donc, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est ça que Alice elle va vivre. Il n'y a pas tant de surprises sur l'issue de la maladie. On va la suivre à partir du diagnostic jusqu'à la fin. Les implications que ça va avoir sur elle, sur son mari, sur ses enfants. On la voit petit à petit perdre ses capacités, se perdre les autres, comment elle le vit, comment les différentes personnes le vivent, parce qu'ils ont toutes des réactions différentes. La colère, la tristesse, l'incompréhension, l'impatience. C'est une œuvre bouleversante, puis c'est une thématique vraiment poignante. J'aimerais vous parler de certains éléments précis qui m'ont vraiment happé dans ce livre-là. C'est une traduction en français, je l'ai lu en français parce que je ne lis pas en anglais. Donc, c'est un peu particulier lorsque je parle de l'écriture parce que c'est comme l'écriture de la personne qui a fait la traduction, ici qui est Nathalie Meige, mais en même temps, j'imagine que c'est un peu basé sur l'écriture originale qui est en anglais. Je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, je ne sais pas à quel point ils peuvent avoir de la liberté. L'écriture, elle est vraiment incroyable dans la façon qu'elle raconte l'Alzheimer. Parce que dans les moments où elle oublie, il y a des répétitions, éventuellement elle oublie le terme des mots, donc les mots sont remplacés par des choses plus vagues, par des machins. Il y a vraiment une interprétation de la maladie à travers les mots, à travers le fait qu'au départ, Alice, elle connaît tout, puis les mots sont là, les bons mots, les bons termes, le vocabulaire, la syntaxe, puis éventuellement, ça se détériore de plus en plus et on le voit dans l'écriture. J'ai trouvé ça une idée de génie, vraiment bien fait aussi. C'est pas juvénile, puis c'est pas de manière maladroite, c'est vraiment juste et intelligent la manière que c'est fait. Et on comprend aussi pourquoi l'écriture elle est faite ainsi, c'est très clair, puis c'est très fluide. Un autre élément qui m'a assez surpris, c'est la vitesse à laquelle la maladie dégénère. C'est sûr qu'on a les mois puis les années qui sont écrits, en fait, c'est des chapitres. À chaque chapitre, on voit qu'elle perd des morceaux, mais en même temps, ça se passe très vite en termes de mois et ça s'explique aussi par le fait que lorsqu'on est atteinte d'Alzheimer à 50 ans, ça n'a pas les mêmes répercussions que lorsqu'on a 80 ans, vu que notre système est beaucoup plus actif, la mort de cellules se fait beaucoup plus rapidement. Donc, j'étais vraiment happée par le fait de voir à quel point elle en perdait des bouts rapidement. Puis lorsqu'on le suit, on ressent vraiment ça de manière fulgurante. Comme je vous le disais aussi dans la description, c'est intéressant, bouleversant de voir la manière que les gens réagissent, puis ça fait en sorte qu'on se pose des questions, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation-là, puis c'est très difficile de se dire ça en n'étant pas soi-même affecté par ça. On voit une de ses filles, un moment qui lui demande de s'en souvenir, là, ça fait 3 fois qu'on dit ça, comme « peux-tu faire un effort de t'en souvenir? » Tu sais, d'un côté, on se dit « ben voyons, tu sais, elle peut pas faire un effort, c'est la maladie qui lui joue des tours », mais d'un autre côté, on peut comprendre toute sa frustration, qui est peut-être pas bien dite, mais on peut comprendre pourquoi elle dit ça, puis à quel point ça l'affecte. Donc, c'est pas si évident que ça, c'est beaucoup de teintes de gris, ça demande beaucoup de communication puis une force
extrême, je pense, pour passer au travers de ça, étant la personne atteinte de cette maladie-là ou étant un aidant de cette personne-là, c'est vraiment pas évident. Il faut beaucoup de patience, puis il faut beaucoup de courage. Donc, je vous dirais que si vous voulez un livre coup de poing, c'en est un. Vous ne vous en sortirez pas indemne. Donc, un gros warning. Et si vous avez vécu ça avec un membre de votre famille ou vous-même, c'est peut-être pas le bon moment de le lire. Mais si vous êtes prêt à accueillir cette douleur-là, à travers vous, parce qu'à la fin, j'avais les yeux pleins d'eau, forcément, eh bien, allez-y, ça vaut le coup. Alors, dernier coup de cœur pour cette deuxième vidéo, je lis vos coups de cœur. Celui-ci, c'est La promesse de l'aube, écrit par Romain Gary, et c'est une suggestion de Michel Jean, rien de moins. Un auteur que j'aime beaucoup, alors je me suis dit, ah mon Dieu, je dois l'aimer. En plus, ce petit fait cocasse, je suis allée voir David Goudreau dans une genre de conférence où il parlait de ses livres, et il disait que dans le livre La Bête, je sais pas si ça s'applique aux 3 tomes, mais en tout cas dans le premier, toutes les citations ne sont pas bien attribuées à l'auteur original, sauf la citation de Romain Gary, et il mentionnait que c'est un auteur qu'il aime beaucoup. Donc double pression pour moi d'aimer ce livre-là. Et ça tombait vraiment bien parce qu'avec le challenge 24 lectures, la 5e catégorie que j'ai pigée, c'était la catégorie classique. Donc ce livre-là étant un classique, j'ai fait d'une pierre une couple de trous. Sauf que, ben, moi pis les classiques, c'est pas souvent l'amour et pas du tout l'amour fou. Donc, j'ai eu un peu la chienne encore une fois. Donc, La promesse de l'aube, nous allons suivre Romain. En fait, ça semble comme une autobiographie. On va le suivre de sa jeunesse, lorsqu'il avait environ 6-8 ans, jusqu'à l'âge adulte. Il va nous expliquer ses motivations, sa relation avec sa maman, parce qu'il était seul avec sa maman, puis elle avait une grande emprise sur lui. Elle l'aimait énormément, peut-être même mal, si ça peut se dire, si ça peut se faire, mais ils avaient définitivement une relation hors de l'ordinaire et ça a eu beaucoup de répercussions sur lui aussi. Donc on va voir, on va suivre ça tout au long de sa vie, dans son aspiration pour être quelqu'un d'important, pour être quelqu'un de bon, pour être quelqu'un de... au top de la chaîne alimentaire. Donc, ça va être ça qu'on va suivre. On va vraiment suivre la vie de Romain Gary du début jusqu'à la fin, avec sa perspective à lui, parce que c'est écrit au je, à la première personne du singulier. Un premier élément qui est bon et que j'ai souvent peur lorsqu'on lit du classique, lorsque je lis des livres classiques, c'est l'écriture. Elle n'est pas souvent abordable. C'est souvent du vieux français ou en tout cas les tournures de phrases sont particulières. C'est comme lourd, c'est laborieux. Cette fois-ci, je dois dire que c'était l'inverse. L'écriture, elle se lit super bien. J'ai pas eu du tout de difficulté à embarquer dans son histoire. Puis c'est assez intéressant, la thématique mère-fils. C'est pas une thématique que je suis habituée de lire. J'irais même jusqu'à dire qu'il y en a pas tant que ça dans la littérature. Et là, garochez-moi des commentaires si cela est faux. Mais en tout cas, personnellement, moi, j'en ai pas lu souvent. Et je trouvais ça d'autant plus intéressant parce que moi, étant fille et étant fille unique, je connais pas ça, cette relation de mère-fils. Donc, j'ai pas de frères et sœurs, puis, tu sais, je suis pas un garçon. Donc, c'est vraiment une relation qui est assez particulière, surtout avec la mère qu'il a. Ça amène des conflits internes assez particuliers et il avait une mère assez hors de l'ordinaire, donc c'est pas facile, un besoin de démontrer qu'il est le meilleur, de démontrer qu'il est le plus viril, de démontrer qu'il est le plus fort, qui va être quelqu'un, puis même si les attentes sont assez élevées, ça devait être énormément anxiogène. Donc, je suis rentrée dans l'histoire, c'est fait en 3 parties. Donc, la première partie, j'ai embarqué, la deuxième partie, j'aimais bien ça. Et là, la 3e partie, je suis tombée dans un drôle de nœud. Premièrement, la 3e partie, c'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui, il a comme pas vraiment eu d'impact. Donc, il était pas au front, puis lui, puis le travail, c'était un peu
c'est un peu étrange, tu sais, donc il était pas au front, il était pas vraiment utile, attention avec ces mots-là, à la guerre, donc il n'y a pas vraiment eu d'impact sur tout ça, puis on voit juste essayer de faire quelque chose de sa vie dans cette troisième partie-là, mais j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus descriptive, il y a beaucoup de descriptions de lieux, il y a beaucoup de descriptions de noms, puis ça devenait comme overwhelming, là. Ça devenait un peu comme too much d'informations pour moi. Puis il y avait un élément qui a terminé la deuxième partie et qui semblait pu être adéquat dans la troisième partie. Je suis restée stickée sur cet élément-là tout le long de la troisième partie. Puis là, je me disais, ben voyons donc, j'ai bien lu, tu sais, à la fin de la deuxième partie, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi ça arrive de même? Mais voyons donc, ça se peut pas. Puis il y avait comme plein de choses qui semblaient soit exagérées, amplifiées, comme ses relations avec les filles. À toutes les fois qu'il rencontre une fille, il veut se marier, il se marie. J'étais comme... Il y avait quelque chose de comme... Peut-être une genre d'urgence de vivre qu'il voulait démontrer, mais il y avait vraiment quelque chose au niveau de la temporalité puis du réalisme qui me dérangeait dans cette troisième partie-là. Puis l'élément qui me dérangeait tant que ça, et comme le gros rebondissement de la fin, tu sais, la grosse révélation, sachant que tout au long, je comprenais pas, ben ça n'a pas eu l'effet escompté parce que je me suis dit « Ah, ben là, elle a la raison. » C'est pour ça que ça avait pas de sens. Donc, j'ai trouvé ça dérangeant pour ça. J'ai eu de la difficulté à finir la troisième partie. Vraiment, là, je tournais les pages de manière robotique, puis j'avais vraiment envie que ça termine parce que je n'étais plus là. Donc, c'est un peu comme mitigé pour moi. Est-ce que ça a un impact sur le fait aussi que je me retrouvais pas nécessairement dans le personnage? Il y avait un genre d'humour que je trouvais intéressant, qui me faisait un peu penser au personnage de David Goudreau dans La Bête. Un genre de... Puis là, tu sais, c'est deux extrêmes, là, malgré tout, là. Mais il y avait un genre d'humour décoincé, puis tu sais, de rire de certaines situations. D'autodérision aussi que je trouvais assez intéressant. Mais j'ai jamais pu vraiment m'embarquer à aimer ce personnage-là. Je le trouvais loin de moi. J'aurais définitivement eu une meilleure lecture si je l'avais apprécié davantage. Donc, ça fait pas mal le tour pour ma critique de mes coups de cœur. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup de temps que nous passons ensemble. Si vous avez un coup de cœur et que vous aimeriez que je fasse une troisième vidéo comme celle-ci, écrivez-moi votre coup de cœur en bas, dans les messages, pour que je puisse le lire et en prendre de bonnes notes si ça vous intéresse. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.